Les réseaux sociaux, ce sont aussi des passionnés qui, sur YouTube, sur Instagram ou sur TikTok, partagent leurs connaissances avec les plus jeunes. Nous avons invité 2 d'entre eux, ainsi qu'un expert, pour décrypter le phénomène. Lev Frankel, vous êtes professeur de philosophie et créateur du compte Serial Thinker. Bonjour. Bonjour. Alban Saint-Joigny, vous êtes, on dit digital content, alors stratégiste. Alors je ne sais pas comment on dit en français. Alors je suis aussi manager chez Backbone Consulting. Voilà, donc en tout cas, vous êtes expert en réseaux sociaux. Et puis, Jules Stimpfling, est-ce que je prononce bien? Vous êtes créateur du compte Jules comme César et puis associé du média Le Crayon. Bonjour. Bonjour. Et Emma Ferrand, qu'on retrouve, journaliste au Figaro étudiant. Bonjour. Alors Emma, j'ai une question. Les professeurs ne se transmettent plus seulement les connaissances dans les salles de classe, mais sur Internet. Quel genre de profs trouve-t-on sur les réseaux sociaux? Eh bien, il y a des profs de tout sur les réseaux sociaux, de français, de maths, d'histoire, d'anglais et de tous les niveaux, de la maternelle aux études supérieures. Il y a même des CPE, des conseillers principaux d'éducation. Et puis aussi, il y a des créateurs de contenu qui proposent des vidéos pédagogiques, mais qui ne sont pas enseignants. C'est votre cas, par exemple, Jules comme César, qui partageait des notions sur la philosophie et sur la littérature. Pour s'adresser aux élèves en général, il passe par Instagram et par TikTok, vous l'avez dit Sophie, pour poster de courtes vidéos pédagogiques. On retrouve alors des quiz ou bien l'explication d'une notion vraiment en quelques secondes. En français, par exemple, il peut s'agir de règles d'orthographe ou bien de grammaire. Par exemple, comment écrit-on le nom des couleurs en quelques secondes et quelques dessins, c'est très vite expliqué. D'autres aussi préfèrent YouTube pour proposer des vlogs, donc des vidéos de leur quotidien ou bien des formats plus longs pour raconter leur vie de prof ou bien aussi pour prolonger vraiment une notion, l'aborder plus en profondeur. Et puis, il y en a qui publient de temps en temps sur leur temps libre et puis il y en a pour qui c'est une activité à plein temps. Alors, ils sont très suivis par les jeunes? Oui, parce qu'au-delà de leur cible principale, les élèves, ces influenceurs attirent également d'autres publics et notamment les parents de ces élèves parce qu'on n'est jamais trop vieux pour apprendre. Ainsi, des comptes comme Monsieur Prof, qui est prof d'anglais, ou bien Maîtresse Adeline, qui est professeur des écoles, voient leur nombre d'abonnés osciller entre 700 000 et 2 millions. Athéna Sol, qui est prof de français, cumule quant à elle 327 000 abonnés. Nota Bene, qui s'intéresse à l'histoire, en a 208 000. Et Charlie Danger, spécialisée en histoire et archéologie, attire 200 000 personnes. Et puis un peu plus de niche, on a aussi AstronoGeek, qui parle d'astronomie et qui rassemble de son côté 34 000 abonnés. Alors, comment expliquer ce succès? Eh ben, en fait, tout simplement, ces vidéos-là peuvent être un très bon outil pédagogique pour approfondir ses connaissances, pour bien réviser et puis aussi pour se préparer au bac ou au brevet, par exemple. Et puis aussi, ces créateurs, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils n'hésitent pas à donner d'autres conseils beaucoup plus approfondis. Par exemple, écrire une dissertation de philosophie, comme le fait très bien Cyrus North ou vous, Serial Thinker. Alors, merci Omar. On va regarder un extrait de votre compte, Jules Stimpfling. J'ai halluciné quand j'ai lu ça. Écoutez, vous pensez que Staline est populaire malgré les massacres? Eh bien, vous vous trompez. Il est populaire à cause des massacres. Parce que lui, au moins, savait comment traiter les voleurs et les traîtres. Alors forcément, quand tu prends ça, t'es un peu estomaqué, tu te demandes d'où est-ce que ça sort. Eh bien, ça sort d'un dialogue fictif entre le personnage de Vladimir Poutine et son conseiller politique le plus proche, représenté par le personnage inventé de Baranov dans Le Mage du Kremlin de Giuliano da Empoli. C'est un roman qui a obtenu le prix de l'Académie française il y a 2 ans et qui le mérite amplement parce qu'il m'a mis une claque absolue. Moi, j'ai passé 14 mois en Russie, à Saint-Pétersbourg et à Moscou, où j'ai étudié et travaillé, et j'ai retrouvé dans ce livre une analyse tellement fine et pourtant romancée de ce qu'est la Russie selon les dirigeants actuels dans le Kremlin, une analyse philosophique, politique de la situation du monde et des rapports de force qui nous fait basculer, nous, Français, occidentaux, dans une autre vision du monde de manière puissante et qui chamboule. J'ai corné des dizaines de pages dans le livre parce que les analyses qui y figurent sont marquantes, frappantes. Par exemple, Staline avait compris que la rage est une donnée structurelle. Selon les périodes, elle diminue ou elle augmente, mais elle ne disparaît jamais. C'est un des courants de fond qui régissent la société. La question alors n'est pas d'essayer de la combattre, mais seulement de la gérer. Chez moi tout de suite, ça a fait écho au mouvement des agriculteurs, au mouvement des gilets jaunes et à la gestion de ces tensions. Et j'ai réalisé que l'objectif politique n'était peut-être pas d'éteindre cette rage, mais simplement de la gérer pour qu'elle ne sorte pas de son lit en détruisant tout sur son passage. Une espèce de leçon de sagesse et en même temps de claque que tu te prends dans un livre qui est accessible et très lisible. Qu'on connaisse ou pas la Russie, c'est pour moi indispensable à lire.
Alors Jules, ça donne envie de lire tout ça. C'est pas un peu paradoxal de faire la promotion de la littérature alors qu'on sait très bien que finalement l'écran c'est le premier rival du livre? Justement, je pense que l'écran et les livres peuvent être alliés. C'est le projet que j'ai essayé de mener sur ce conte Jules comme César. Depuis 2 ans, je m'attache à donner envie de lire, non seulement à des jeunes qui ont peut-être perdu cette envie au fil du temps passé sur les écrans, mais aussi à des personnes qui simplement n'avaient pas le goût de certains classiques de la littérature. C'est ce que j'essaye de montrer, que les grands thèmes qu'on retrouve sur la vieillesse, l'amour, le rapport à l'argent, à l'amitié, à la mort, sont des thèmes qui ont un attrait parce qu'ils nous parlent de manière intemporelle, nous en tant qu'êtres humains, et qu'on peut trouver dans des livres, des classiques de la littérature ou des livres plus récents, des essais aussi, une matière à penser. Et l'écran, en réalité, les réseaux sociaux ne sont qu'un moyen d'amplifier un espèce de porte-parole, un mégaphone si on veut, pour amplifier un message et donner à voir à des personnes qu'on n'aurait pas touché sinon quelque chose qu'on veut leur montrer. Lev Frankel, vous aussi, vous avez un énorme succès sur TikTok cette fois-ci. On va d'abord écouter un extrait. Est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'on peut bosser tout le programme de philo grâce aux séries télé? Si vous êtes en terminale ou simplement que vous vous intéressez à la philo, restez ici, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler de la série préférée des philosophes, j'ai nommé Black Mirror. Et dans cette vidéo, je vous propose d'analyser un épisode de la série. Alors, ce qui est bien avec Black Mirror, c'est que c'est pas vraiment une série avec des épisodes qui se suivent, mais plutôt une anthologie d'épisodes qui peuvent se voir complètement dans le désordre. Alors, c'est pratique du coup, parce que je vais pouvoir vous spoiler un épisode sans vous décourager de regarder toute la série, parce que tous les épisodes sont indépendants les uns des autres. Il y a juste un point commun entre tous les épisodes, c'est qu'ils sont tous dystopiques. On y parle d'un futur proche, voire très proche, qui est souvent assez effrayant. Dans la bande-annonce de chaque épisode, on voit un miroir noir qui se brise. Ce miroir noir, c'est celui de l'écran qui s'éteint et qui laisse apparaître notre propre image. Vous savez, quand on éteint la télé, le spectacle des images s'arrête et on est brutalement renvoyé à soi-même. Le spectacle offert par les images est le plus souvent une fuite hors de soi-même. Le miroir noir représente alors ce moment où l'illusion s'estompe et où on finit inévitablement par reprendre conscience. C'est d'ailleurs la signification du miroir qui se brise au début de chaque épisode. Lev, vous êtes enseignant à Strasbourg, à l'université. Comment on passe d'enseignant en philosophie à créateur de contenu? Alors moi, j'étais un élève qui n'aimait pas beaucoup le système scolaire déjà, et, dans ma jeunesse. Et je pense que c'est ça qui m'a motivé à devenir prof. J'avais envie de réparer quelque chose. Et, parce que j'étais un enfant qui était très curieux intellectuellement, je lisais des livres. Et pourtant, à l'école, il y a quelque chose qui me... Voilà, il y a quelque chose que dans le système scolaire qui m'ennuyait beaucoup. Je pense dans cette industrialisation du savoir. Et puis quand je suis devenu prof, j'ai retrouvé cette frustration chez les élèves. Et puis moi-même, en tant que prof, j'avais l'impression que je ne pouvais pas faire exactement ce que je voulais. Et malgré tous les efforts que je déployais, je voyais qu'il y avait toujours une partie de la classe. Alors c'est des classes de 35 élèves en terminale. C'est pas toujours facile pour le prof d'intéresser tout le monde. Mais voilà, il y avait une petite partie de la classe qui était intéressée. Mais je voyais bien que malgré tous les efforts que je déployais, il restait beaucoup d'élèves qui étaient un petit peu sur le côté et qui n'avaient pas envie d'être là. Et je me suis dit comment faire pour essayer de trouver une manière alternative d'enseigner sans le côté pesant du système scolaire. Et voilà, avec l'émergence des réseaux sociaux, j'ai trouvé que c'était une très belle opportunité pour transmettre du savoir, pour faire de la philosophie, mais différemment. Vous n'êtes pas le premier, ça a marché tout de suite? Alors non, parce que sur YouTube, justement, je suis arrivé un peu tard. Et c'était déjà assez saturé. Et donc, il y a eu 3 ans sur YouTube, un peu de traversée du désert. Et puis, dès que je me suis mis sur TikTok, ça a marché. Ouais. Il y a 1 an et demi à peu près. Là, vous avez combien d'abonnés dans les 230 000 sur TikTok. Et puis, sur YouTube, ça a un peu monté quand même depuis à 30 000, mais ça reste quand même... Et la vidéo qui a le mieux fonctionné, c'est laquelle? Alors, il y a une vidéo sur YouTube qui a très bien marché, c'est le bac de philo en 1 heure. Sans surprise. Et celle-là, elle a fait 1 million de vues. Ouais. C'est énorme. Et, ouais. Alban Saint-Joigny, vous êtes spécialiste des réseaux sociaux. Que font les jeunes sur les réseaux sociaux? Alors déjà, ils font énormément de choses. Ils sont dans leur chambre, on ne les voit pas, ils s'enferment, mais que font-ils? Il y a un usage qui est colossal de la part de la génération Z,
Donc les 16-25 ans, ils sont plus de 83% à utiliser les réseaux sociaux. Alors ils font plusieurs choses. Déjà, il faut savoir qu'il y a une vraie disparité dans les usages. À chaque réseau, à chaque canal, à chaque plateforme, son usage. Ils ne font pas la même chose sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Principalement, ils s'informent. Déjà, ils sont plus de 60% à déclarer s'informer. Donc ça, c'est clé, notamment dans des phases où on cherche à justement s'éduquer. Ils se divertissent aussi, ça c'est important. Il y en a énormément qui disent moi c'est juste pour jouer, pour suivre des comptes, pour rester en contact des vidéos d'humour. Avec mes amis, beaucoup. Ouais. Alors ça, d'ailleurs, WhatsApp est un canal qui est très, très utilisé par les jeunes pour justement maintenir le lien. Et donc, sur l'éducation, qui est le thème qui nous réunit aujourd'hui, on voit énormément de comptes aussi prospérer. Et j'ai d'ailleurs vu ce compte assez intéressant qui s'appelle Unlock Learning, qui utilise le deepfake. Donc, vous allez avoir Joe Biden ou Taylor Swift qui va vous apprendre les maths. Donc ça, ça génère des millions de vues. Et donc là, comment c'est possible ? Les jeunes sont très... Ah oui, avec des faux... Oui, des ce sont des faux, en fait. C'est-à-dire que c'est un faux Joe Biden ou une fausse Taylor Swift qui apprend Pythagore. Ah oui, du coup, on est beaucoup plus motivé devant son écran. C'est vraiment très intéressant. Et puis là, pour rejoindre le sujet des livres, il y a cette trend sur TikTok avec qu'on appelle un hashtag BookTok qui a cumulé plus de 20 milliards de vues en 2023. Donc, comme quoi les réseaux sociaux peuvent vraiment être aussi un amplificateur et c'est quoi, un tremplin. Alors en gros, c'est un hashtag, donc c'est un dièse, un mot dièse qui va être utilisé par les créateurs de contenu et par aussi les utilisateurs eux-mêmes pour agréger du contenu autour de la littérature. Donc ça va être prendre des vidéos de soi en train de lire ou justement faire la lecture d'un livre. Et donc c'est pour aussi, ça témoigne de cette attente et de ce besoin fort des jeunes et de la génération Z pour le livre, alors qu'on a, justement, vous le rappeliez, on a tendance à dire ils ne sont plus là, ils ne veulent plus lire, c'est le délitement des pages. TikTok est le plus gros prescripteur de livres aujourd'hui. Les éditeurs l'utilisent beaucoup d'ailleurs. Ouais. Emma, on en parle du hashtag justement Study with me, un autre hashtag. De quoi s'agit-il ? Eh bien souvent on peut l'apercevoir sur YouTube parce que c'est là où sont postées ces fameuses vidéos parce qu'elles sont en général très longues. L'idée du concept Study with me, qui signifie donc en français étudie avec moi, c'est de voir des influenceurs, des étudiants ou bien des profs qui se filment en train de travailler, en train de réviser. Certains l'associent à de l'ASMR, donc c'est des vidéos où on peut chuchoter soit pour se détendre, soit pour se concentrer. D'autres l'associent aussi à la méthode Pomodoro, qui consiste à travailler intensément pendant 25 minutes et faire une pause pendant 5 minutes. Souvent, les youtubeurs qui se mettent en scène plongent les spectateurs dans une ambiance assez confortable. Les lumières sont tamisées, il y a un fond sonore plutôt sympa et surtout, il y a un bureau qui est bien rangé, des stylos bien alignés, des post-it partout. Et puis, certains même vont plus loin et se filment depuis des bibliothèques universitaires. Pendant le Covid, ces vidéos-là, elles étaient aussi retransmises en direct, ce qui permettait aux jeunes de lutter pas mal contre la solitude et surtout de se motiver à travailler. Et puis elles ont notamment commencé à fleurir en fait au Japon, en Inde, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et puis par exemple les vidéos de Merv qui à cette période-là postait plusieurs vidéos dans la semaine pouvaient comptabiliser jusqu'à 15 millions de vues. Alors, il y a un autre phénomène, Emma, c'est la Lofi Girl. Alors, qu'est-ce que c'est ? Oui. Alors, la Lofi Girl, c'est pas une créatrice de contenu en chair et en os. C'est un personnage animé façon manga japonais qui passe son temps le nez rivé sur ses cahiers avec un casque vissé sur les oreilles. C'est un Study with me animé. En fait, c'est une vidéo qui est constamment diffusée, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et là encore, il y a un fond sonore qui accompagne la vidéo. C'est de la musique plutôt calme, comme dans les vraies vidéos Study with me qu'on peut retrouver sur YouTube. Et donc, pendant qu'ils étudient, les étudiants donc, peuvent regarder cette Lofi Girl et se motiver à faire comme elle, c'est-à-dire à réviser. Et puis, alors, une anecdote amusante, c'est que la Lofi Girl, en fait, elle est française. Elle a près de 14 millions d'abonnés et elle a été créée en 2017 par un étudiant français. Jules, moi j'ai une question pour vous. Ce qui me marque quand je vois ces comptes, c'est le fait que finalement il y a un rapport entre l'abonné et vous. On vous regarde, on a envie de lire vos livres. Et puis aussi il y a un rapport entre le groupe, les autres finalement, la communauté qui se forme.
Et puis on se dit, on n'est que des passionnés de littérature et on se retrouve ensemble. Donc un peu comme Study de Emma, c'est-à-dire le fait de réviser ensemble. En fait, finalement, c'est une activité très solidaire d'être devant son ordinateur ou son téléphone, mais finalement, ce qu'on aime, c'est être en groupe. Est-ce que vous avez des rapports comme ça avec ceux qui vous regardent? Est-ce que vous sentez cette communauté qui est derrière vous? Oui, 200 000 personnes, c'est quoi? C'est pas rien. Non, mais c'est un chiffre qui paraît beaucoup, mais en même temps peu. C'est très abstrait. Dès lors qu'on dépasse un certain nombre, on n'a plus de notion très concrète de ce que ça signifie. Mais cette notion, moi, je l'ai quand j'ai quelqu'un en boîte de nuit qui vient dans la file d'attente me dire j'ai 29 ans et tu m'as remise à la lecture. Je l'ai quand je cours le semi-marathon de Paris il y a quelques jours et que 5 personnes dans la course me disent pendant qu'ils courent « Ah, merci pour les livres ». Hommes, femmes, différentes personnes. C'est très concret et ça intervient... la semaine dernière au restaurant, la personne assise à côté de moi qui me dit d'ailleurs j'aime bien ces recommandations. Parfois, cette rupture de l'anonymat provoque aussi un certain bouleversement parce qu'on se demande toujours après qu'est-ce que j'ai dit dans la conversation que j'avais avec mon interlocuteur, mon interlocutrice, lorsque quelqu'un potentiellement peut l'entendre. Mais j'ai la chance d'avoir une communauté qui est fidèle, mais aussi très respectueuse. Et je pense que les créateurs de contenu qui sont dans l'éducation ont aussi des personnes qui les suivent, qui sont à leur image, à savoir des personnes qui ont la distance, le respect, la culture, l'éducation aussi, de tenir cette distance et d'être capable d'adresser leurs félicitations ou une petite remarque, un petit mot, sans pour autant être trop envahissant, ce qui parfois arrive avec des youtubeurs qui sont très connus et dont le public est parfois fan à un point que ça devienne pesant aussi. Lev Frankel, on vous reconnaît aussi dans la rue? Oui, ça arrive. Ça arrive. Alors, c'est vrai que la plupart de mon public est très jeune, donc c'est plutôt entre 17 et 20 ans. Alors là, si je suis dans un milieu où il y a beaucoup de jeunes, alors on risque de me reconnaître. Mais je suis suivi aussi parfois par des personnes à la retraite qui me disent tiens, moi, j'avais jamais fait de philosophie, j'ai pas passé le bac, et puis maintenant, grâce à votre chaîne, je découvre la philosophie. Ou alors des élèves en bac pro qui n'ont pas de philo, parce que le système scolaire est quand même, a tendance quand même à exclure aussi certaines catégories de la population de certaines disciplines comme la philosophie, et je trouve ça dommage, parce que la philosophie, ça doit concerner tout le monde. Et donc, il y a des élèves en bac pro qui me disent tiens, j'ai pas de philo en terminale, moi, on n'y a pas droit, mais grâce à cette chaîne, je peux en faire quand même, et voilà. Et ça, je trouve ça bien. Ou des élèves qui me disent j'aime pas ça à l'école, et pourtant, dans les vidéos, j'arrive... Voilà, je trouve ça encore plus gratifiant que... les élèves, alors c'est sympa, les élèves qui disent j'ai eu 18, j'ai eu 20 grâce à vous au bac philo. Ça, j'ai beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Mais les témoignages d'élèves qui me disent avoir aimé la philosophie grâce à ces vidéos, c'est plus gratifiant de prendre quelqu'un qui est à un niveau très éloigné de la discipline et de l'amener à y goûter, plus que de convaincre quelqu'un de lire un livre qu'il n'avait pas découvert alors qu'il est déjà passionné du domaine ou qu'il connaît déjà. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est quoi le secret justement, vous qui êtes enseignant en plus, ça doit vous arriver, ou pas forcément à l'université, mais en tout cas moi je pense à des classes plus jeunes où on a souvent des élèves parfois qui sont complètement désintéressés pendant le cours. C'est quoi le secret justement de votre réussite sur les réseaux sociaux, de réussir à mobiliser des jeunes sur ces thématiques-là, sur ces disciplines-là? Alors c'est vrai que j'utilise beaucoup la pop culture pour leur montrer qu'ils sont déjà en prise avec des questions existentielles quand ils regardent Black Mirror, l'extrait qu'on vient de voir, ou quand ils regardent la série You, ou quand ils regardent un film comme Superchondriaque de Danny Boone, un film par exemple qui serait complètement déprécié par un professeur en disant que c'est pas que c'est de la sous-culture, que c'est du cinéma populaire, et en fait, pas du tout. Et ils se rendent compte qu'en fait, il y a déjà des questions existentielles. Dans Superchondriaque, par exemple, on peut se poser la question de savoir si c'est pas finalement, d'un point de vue psychanalytique, et c'est au programme de philo, l'inconscient, si c'est pas finalement en construisant une carapace très forte, en construisant un moi très fort, qu'on se prive de certains plaisirs de la vie, puisque le personnage joué par Danny Boone, qui est hypocondriaque au dernier degré, il n'arrive même pas à embrasser une fille qu'il aime, parce qu'il a peur d'attraper des maladies, parce qu'il a peur de fragiliser cette carapace. Et donc ça, ça permet de parler de l'inconscient, de parler du ça, du moi, du surmoi, de la théorie freudienne, par exemple.
J'ai une question, est-ce qu'on gagne sa vie comme créateur de contenu? Et alors peut-être je vais vous donner la parole, Alban. Est-ce que c'est une activité lucrative? Alors ces messieurs pourront évidemment mieux répondre que moi, parce que je peux vous Est-ce dire qu'on peut en tout cas, abandonner, est-ce que vous avez abandonné la mécanique, vos emplois respectifs? En tout cas, moi, je vais pas me lancer parce que j'ai pas du tout aussi de talent que ces messieurs pour pouvoir me lancer dans les contenus. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, quand en tout cas un influenceur cherche à gagner sa vie à travers cette mécanique-là, il gagne sa vie grâce à la pub. Donc c'est en fonction de l'engagement qu'il va réussir à créer, donc le nombre de vues, le nombre de réactions qu'il va pouvoir susciter. Les plateformes, bon, pour le coup, le disent, hein, c'est assez transparent là-dessus, mais c'est aussi assez opaque de savoir comment marche cet algorithme pour atteindre le saint graal de la viralité et donc pouvoir être rémunéré. Donc oui, c'est possible, il y en a qui arrivent, qui réussissent. Vous en vivez ou pas vraiment? Mais il faut savoir que c'est quand même un chemin de croix. Moi, je gagne ma vie de deux manières. En tant que créateur de contenu sur Jules comme César, principalement avec des partenariats avec des entreprises qui veulent s'associer à l'image de Jules comme César, à savoir quelqu'un qui s'attache à vulgariser des sujets de société, de culture, d'écologie aussi, je parle de ça beaucoup. Et en tant que salarié de mon entreprise Le Crayon, que j'ai cofondé, qui est un jeune groupe média, mais on a, pour beaucoup des entrepreneurs et des créateurs de contenu qui, en réalité, souvent sont mêlés. Des entrepreneurs qui créent du contenu autour de leur aventure, et à l'inverse, des créateurs de contenu qui lancent des entreprises parce qu'ils sont contactés par des partenaires commerciaux pour véhiculer un message. Lev, vous êtes mis en disponibilité de votre métier d'enseignant? Je continue d'enseigner un peu à l'université, ouais. Pour le plaisir de continuer à enseigner en présentiel quand même, oui. C'est irremplaçable. Mais effectivement, je suis en dispo de l'éducation nationale et j'arrive à en vivre, alors pas directement avec la publicité. Vous gagnez combien par mois environ de votre activité? Alors sur la monétisation des vidéos, c'est très faible. Ah oui, c'est quelques euros? C'est très faible, ça je pourrais pas en vivre. C'est un mois de salaire peut-être sur l'année ou deux, enfin quelque chose comme ça. C'est à mon niveau. Je publie pas assez de vidéos pour vivre juste de la monétisation. Donc effectivement, il y a aussi parfois des partenariats. Il y a le livre. Alors oui, voilà. J'en viens. Ce qui est assez étonnant, c'est que tous ces créateurs de contenu, influenceurs, etc., se mettent tous après à écrire des livres, finalement. Le bon vieux livre n'est pas perdu. Alors moi, j'ai commencé à écrire des articles. Voilà, non, mais c'est... En tout cas, moi, je l'ai lu ce matin et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant, notamment si vous avez des enfants qui passent le bac ou même qui s'intéressent à la philosophie. Il y a de super conseils pour la problématique. Et puis même, c'est bien raconté, c'est très fluide. On passe d'un philosophe à l'autre avec des images sympas et c'est très très clair. C'est à la fois le prof et à la fois le raconteur d'histoire, donc j'ai beaucoup aimé. L'écran ne remplace pas le livre, c'est complémentaire. Ce qu'on fait sur les écrans a vocation à donner envie, à donner le goût de l'étude plus approfondie de choses. Il faut être lucide sur le fait qu'il y a des gens qui nous suivent aussi pour s'épargner cet effort, parce que regarder une vidéo, c'est pas se confronter à Nietzsche, Socrate ou Simone de Beauvoir dans le texte, mais à l'inverse, c'est aussi pour beaucoup un tremplin. Et vous faites vendre, est-ce que les éditeurs vous disent depuis que vous avez parlé de ce livre, j'en ai vendu 1 million Alors mon livre est devenu, il y a vraiment, je pense qu'on peut parler de best-seller. Celui-là? Oui. Je le montre à l'écran, La philo en mode serial thinker. Voilà, donc... Mais c'est vrai que c'est très bien fait. Merci. Voilà. Et vous en avez vendu combien? Je pense qu'on doit être pas loin des 30 000 là, depuis presque un an. Ah oui, donc c'est... Est-ce que vous avez l'idée, vous, d'écrire un livre? Vous êtes ancien élève de Sciences Po, c'est ça? J'aimerais bien écrire plutôt un essai pour commencer, je pense. Et un jour, peut-être de la littérature. J'écris à mes heures perdues quelques poèmes que je garde pour moi, dont la valeur n'est pas encore attestée par quelqu'un qui serait professeur et dont je reconnaîtrais vraiment la valeur dans le jugement. Mais en tout cas, c'est vrai que si vous mettez à écrire, vous êtes sûr d'en vendre, parce qu'en fait, c'est un tel pouvoir de prescription. Moi, le nombre de livres que j'ai achetés pour mes enfants, parce que, y compris de philosophie, je ne pensais pas avoir acheté des livres de Nietzsche, de Schopenhauer pour mes enfants aussi jeunes, mais parce qu'ils avaient vu C'est là qu'on voit qu'il n'y a absolument pas de contradiction entre l'écran et la littérature, puisque l'exemple de votre fils est éloquent là-dessus. Et d'ailleurs, sur cette notion de complémentarité, il y a quelque chose dont on parle assez peu finalement, c'est l'éducation aux réseaux sociaux. C'est que, en fait, ça n'existe pas.
C'est-à-dire que les enfants ne savent pas, ce qui crée en fait aujourd'hui des dérives hallucinantes de cyberharcèlement, d'addiction, etc. Et il faudrait d'ailleurs juste expliquer, en fait, même dans le cadre purement éducatif, expliquer aux enfants et aux jeunes comment ça marche, ce que ça implique, qu'il y a d'autres vraies personnes derrière un écran, puisque quand il y a des effets de meute, oui, puis il y a des véritables effets de meute dans les cyberharcèlements, où des jeunes se retrouvent, on connaît les drames qu'il y a pu avoir, avec jusqu'à apporter des suicides à cause des réseaux sociaux, parce qu'en fait, les jeunes ne savent pas se dire, tiens, là, il y a un effet de meute, quelqu'un se fait complètement c'est un sujet d'éducation nationale et de parentalité. Et aussi de parentalité, mais d'ailleurs la majorité numérique, on verra ce que ça donnera, qui d'ailleurs depuis le DSA, donc le Digital Services Act, qui a été promulgué l'année dernière, porte la majorité numérique à 15 ans. Mais ça, mais on a quand même le droit, avec l'accord des parents, d'avoir un compte avant 15 ans. Bref, les réseaux sociaux, c'est le pire comme le meilleur. Donc, on va conclure là-dessus. C'est Berlin qui disait « Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent ». Ah bah, voilà. Très bien. Merci Jules Stinkfling, Lev Frankel, c'est vraiment la team alsacienne. Voilà. Et puis Alban Saint-Joigny et Emma Ferrand et bien sûr Cécile Brelot à la programmation. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode de Paris d'École. Merci.